Wagwan. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc nouveau format. J'attendais de recevoir mon nouveau micro pour pouvoir faire du fast cam un peu comme ça. Je l'ai reçu, donc on va pouvoir faire des choses plus intéressantes. Donc dans ce format, je vais pouvoir m'exprimer plus librement, moins scripté, plus de ressenti, plus d'impression directe, de parler tout simplement de la pop culture. Donc on va continuer à parler de mangas, il y aura du Kingdom, du One Piece, du JoJo qui arrive également. On va parler de certains films, de l'actualité. Donc restez branchés, le matériel est arrivé, le sale arrive. Mon sujet aujourd'hui, c'est est-ce que le flashback de Loki n'est pas le meilleur de tout One Piece? Je vais répondre directement, pour moi c'est un gros oui. Le flashback de Loki, il est très bon sur plein de points. On va y revenir dans la vidéo, mais je l'apprécie vraiment et je trouve que c'est le summum de l'art de Oda. On a tendance à dire que quand les Mugiwara sont pas là, One Piece c'est moins bien. Quand on voit ce genre de flashback, est-ce qu'on peut donner tort aux personnes qui disent ça? Alors dans un premier lieu, on va parler de Loki. Une révélation magnifique en tant que personnage parce que on s'y attendait pas. On s'y attendait mais pas totalement. On avait vu un petit peu des bribes de silhouettes comme Oda il aime bien faire, un Loki un peu gugus. Et finalement ce personnage mais il est sensationnel, jusque là c'est un 10 sur 10. Alors Loki, avant tout, c'est une narration maîtrisée. En fait, Oda utilise la narration du héros. On a vraiment l'impression que c'est Hercule. Hein, que dans sa naissance, dans ses exploits qu'il a accomplis depuis qu'il est né. Il y a vraiment un schéma qui ressemble à celui d'Oden. Hein. Un personnage où tu ressens qu'il y a un storytelling autour de lui qui fait qu'il y a du lourd qui arrive. Qui fait que tu sais que c'est un personnage qui va peser lourdement dans le récit. Loki en tant que bébé, sa mère elle a balancé d'une montagne, il a remonté à main nue. J'ai dit bébé, c'est même pas bébé, c'est en tant que nouveau-né. Je sais pas si on se rend compte du feat. On a bien parlé puissance, le feat il est exceptionnel. Loki, franchement masterclass. Depuis qu'il est petit, il va dans les villages des autres géants, il est tabasse. Il est tabasse. Le gars il a 10 ans, en âge de géant, il est tabasse. Il en fait du sale. C'est aussi une backstory. Elle n'est pas terminée actuellement, que le combat avec Harald qui vient de débuter. Mais elle est très bonne. Il y a vraiment du tragique, du pathétique, du pathos dans le personnage de Loki. Tu le vois, il fait le gros dur, mais tu le prends d'empathie parce qu'il a vécu une vie vraiment difficile. Loki, ça fait partie des personnages qui ont plus souffert de One Piece. Honnêtement, plus sa vie elle avance, plus il se passe des dingueries, c'est pas possible. De plus, il y a ses ambitions. Peut-être qu'il a la plus grosse ambition de tout One Piece, hein, je sais pas. À côté de Tashigi, qui veut réunir toutes les lames. Les autres qui veulent devenir roi des pirates, c'est Loki. Hein. Ah, les Nami qui veut faire le tour du monde, cartographier tout le monde, ça aussi c'est chaud. Il détruit le monde. Mais c'est un malade ce type. Lui là, il serait vraiment pote avec Eren. Hein. Mais, cette ambition-là, quand tu la vois, quand tu l'entends le dire, en fait, c'est pas choquant. C'est pas choquant. Tu te dis déjà que possiblement il a les moyens. Comment il nous est vendu Loki, il a les moyens de ses ambitions. Et en plus, tu comprends pourquoi il veut ça. Il y a une vraie logique derrière par rapport à la légende de Nika, par rapport au mythe de Nika sur Elbaf, les différentes interprétations. Ça nous rappelle notre monde, les différentes interprétations d'une même figure historique ou dans ce cas-là divine qui est Nika. Loki, il nous entraîne. Quand on va retourner dans le présent, on sera vraiment à fond derrière lui parce que c'est un personnage, comme je l'ai déjà dit, il nous a pris en plein cœur. On a vu un mec badass, qui avait des ambitions, qui avait pas froid aux yeux, qui avait finalement certaines valeurs. On le voit assez proche des animaux, assez proche de sa mère d'adoption Ida. Tu ne peux que être avec Loki. Quand il va revenir dans le présent, je pense qu'il va nous pondre des masterclass. Le deuxième point qui fait que le flashback de Loki, pour moi, c'est le meilleur de One Piece et possiblement le meilleur arc de One Piece, c'est l'ère de Xebec, les gars. J'ai dit le mot Xebec, je me suis tapé une barre. Le gars, Ryo Sensei, il disait Xebec, il a carjacké le flashback de Loki. Mais c'est totalement ça. On a eu le début de son flashback. Ensuite, on est passé sur Harald. Xebec, il est arrivé. On a dit, ok, c'est terminé. C'est terminé. C'est lui le GOAT de One Piece. Me parlez pas de Roger, hein. Me parlez pas de Luffy, me parlez pas de Zoro. Xebec, c'est quoi ce délire, les gars? C'est quoi ce délire? On a vraiment assisté à l'ère des gigachads. On a eu du Roger, du Garp, du Xebec, du Harald. On le connaissait pas, mais petite masterclass Harald. Même s'il est con, on va y revenir. Petite masterclass. Des chevaliers divins, Gaban, du Rayleigh, des Kuja. C'est vraiment une ère où on assiste en fait à la naissance de toutes les légendes. Toutes les légendes qu'on nous présente depuis le début de récit, que l'on voit, qui nous sont présentées comme de grands pirates, comme de grandes personnes, de grosses figures. C'est ici, c'est pendant l'ère de Xebec qui sont nés. Il y a eu un gros effet de surprise surtout, celui qui l'avait prévu, qui m'envoie des screens. On s'attendait pas à voir Xebec débarquer comme ça. Et quelle manière de débarquer! Je pense que personne, je dis bien personne n'était prêt. Déjà on s'y attendait pas, puisqu'on était sur Elbaf, flashback de Loki.
c'est quoi le lien avec Xebec? Son introduction, elle est légendaire, elle est historique même, j'ai pas peur de le dire, c'est historique. Le mec, rien qu'à son apparition, déjà le flow Overnight Townsend. Deuxième chapitre, on nous dit quoi? Le gars, il s'est infiltré à Marie-Joise, il a tabassé un amiral, le gars il est mort de ses blessures après. Il allait dans la chambre du diable, il avait un Glock à la main, il a dit toi là, je reviens pour te pull-up. Xebec en fait il vient d'Atlanta. Il détruit les portes de la justice. On a vu à l'Ark Impel Down comment c'était un truc de fou. Toute l'alliance là, des Luffy, Ivankov, etc. Ils ont pas pu le faire. Il fait des Davy backfights. Ça c'est magnifique, j'aime quand Oda il fait ça en fait. Il va chercher son lore qu'il nous a présenté il y a très longtemps et il vient le réintégrer, il vient le rendre en fait pertinent dans le récit actuel. Et ça c'est quelque chose que j'aime trop, je suis trop friand de ça. Merci Oda. Pour revenir sur Xebec, lui aussi dans la narration c'est du épique en fait. Les 2 premiers chapitres de son introduction, c'est des choses qu'on n'a jamais vues dans One Piece, que des feats qu'on n'a jamais vu dans One Piece, que ce soit Roger, Barbe Blanche. Ce que Oda nous a pondu avec ce personnage, c'est digne des plus grands personnages de la fiction. En quelques chapitres, c'est trop fort, je suis désolé, c'est trop fort les gars. Personne n'est resté de marbre devant Xebec, arrêtez de mentir, c'est pas possible. Pendant l'ère de Xebec aussi, on a eu God Valley. Avant d'entrer dans God Valley, Sengoku va te faire... God Valley, il y a 2 côtés. Moi le premier, j'ai été déçu de certaines choses. On nous avait vendu une grosse battle royale avec les plus puissants de ce monde. On pensait qu'ils étaient tous à leur prime, que ça allait être des trucs de malade. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Mais dans l'histoire qui nous est vendue, dans la morale de God Valley, dans les aspects qui sont abordés par rapport à certains personnages, que ce soit psychologique, moral, c'est maîtrisé de bout en bout. J'en ai déjà un peu parlé dans la précédente vidéo que vous pouvez aller voir. Mais God Valley, c'est maîtrisé de bout en bout. Je suis désolé les gars. Finalement, c'était pas vraiment Marineford. C'était une sorte de conflit d'intérêts, mais vraiment tragique. La plupart des personnages s'en sont sortis, mais celui qui était le vrai héros pendant ce flashback, pendant cet événement de God Valley, pendant cet incident de God Valley, c'est le seul qui s'en est pas sorti. En plus, God Valley, ça a suscité des débats en tout genre. Du Roger contre Garp, du Garp contre Xebec, du Harald contre machin, du Barbe Blanche contre truc. Eh les gars, c'est ça qui fait vivre One Piece. Hein. Les débats comme ça là, c'est ça qui fait vivre One Piece. Parfois c'est chiant, il y a des gars ils sont toxiques, mais c'est ça qui fait vivre One Piece. Je suis désolé les gars, on a trop mangé, on a trop rigolé. Pendant ce flashback aussi, Oda, il a vraiment forcé sur un sujet je trouve, c'est les conflits moraux. À travers les personnages de Harald et Garp surtout. Il y a un peu du Shanks, du Dragon, du Xebec, mais c'est surtout ces deux-là où il a vraiment forcé par rapport à ces conflits intérieurs, ces conflits moraux. Jusqu'où je suis prêt à aller, qu'est-ce que je suis prêt à faire, à sacrifier pour mes objectifs, pour ma volonté, par amour, peu importe. Alors Harald, on va commencer par lui, c'est un sacré petit con. Parce que lui là, dans le dernier chapitre, quand il affronte Loki, il a 144 ans, si je me trompe pas, si je me rappelle bien. 144 ans d'expérience. Et t'arrives à être aussi naïf, c'est fou, hein. C'est fou, c'est vraiment fou. Comme Xebec l'a dit, oui, il s'est vendu, il a donné ses fesses au gouvernement, mais c'était par amour pour son peuple. Il pensait que, malheureusement, dans la vie, et dans One Piece, c'est pareil, hein, penser que ça justifie pas tout. Il avait tous les éléments en fait pour comprendre que ça menait à rien. De donner ses fesses au gouvernement comme ça allait mener à rien. Il avait des alternatives. Il avait Xebec. Il pouvait lui-même chercher à faire évoluer son peuple d'une autre façon. Il n'y a pas que la diplomatie, le côté ranger les armes, etc. Il y a une citation qui dit sans la guerre, il n'y a pas de paix. C'est encore autre chose, mais tout ça pour dire que Harald, il avait d'autres choix. Il n'était pas obligé de donner ses fesses au gouvernement et d'arriver à un résultat où finalement il a failli causer la perte de tout un pays, le pays le plus puissant du monde. Ce qui est embêtant, c'est qu'il a vu de quoi le gouvernement était capable, que le gouvernement était pas fiable, que le gouvernement était très cruel. Malgré tout ça, moi je pense qu'il a préféré fermer les yeux, il a préféré rester dans le déni pour son objectif. Vous me direz, c'est ce qu'on fait tous un peu dans la vie. Oui, on fait tous un peu ça, on ferme tous un peu les yeux sur ce qu'on veut, on choisit tous un petit peu les vérités qui nous arrangent, c'est vrai. Mais à cette ampleur-là, en tant que roi du pays le plus puissant du monde, on est obligé de le pointer du doigt, je suis désolé. Maintenant, Garp, ça là, je sens que ça va faire des problèmes d'une envergure du Galaxy Impact. Je suis désolé, hein, lui non plus on peut pas le défendre. Monkey D. Garp, donc le grand-père du personnage principal, Monkey D. Luffy, qui depuis le début nous montre sa soif de liberté, nous montre sa soif de justice, qui en plus de ça, ensuite on a appris qu'il était le guerrier libérateur, donc Nika. Garp est l'outil de propagande numéro 1 face à l'ennemi numéro 1 de Nika, de son petit-fils, de Luffy, du guerrier libérateur.
Juste en parlant de ça, est-ce que vous voyez pas un problème? Alors oui, il y a certaines petites choses sur lesquelles on peut défendre Garp. Sur God Valley par exemple, il a vu Imu, il lui a mis une bastos. Oui, bravo Garp. Félicitations. Maintenant, quand on parle d'actions concrètes, Garp, il est têtu. Il est juste têtu, c'est un vieux gâteux. Parce que tu vois, le gouvernement, il est dysfonctionnel. Tu le vois, tu l'as vu. Ça fait 40 ans qu'il est dans la marine actuellement. Il le sait. Il le sait, il n'y a pas de doute. Même Roger lui a proposé de rejoindre son équipage après les événements de God Valley. Garp a dit non, je veux protéger les marines. On est obligé de dire que Garp, il se mouille pas totalement en fait. Il est dans la solution de la facilité et il pense que la seule solution, c'est la marine. Comment je sais ça? Parce que dans un chapitre, quand il parle à Aokiji, il nous dit Dragon, mon fils a rejoint les révolutionnaires. Il est en train de péter un plomb. Il jette des boulets de canon, il casse tout sur son bateau. Les gars, vous pouvez pas me dire que la cause de Dragon, les révolutionnaires, elle est mauvaise. Vous pouvez pas me dire ça. Jusque-là, on a vu Dragon faire aucune chose horrible, ou du moins du niveau de ce que fait le gouvernement mondial. Il cherche à libérer les peuples, il protège des gens. Dragon, jusque-là, en termes d'impact sur le monde, mais c'est grave du positif. Ça n'a rien à voir avec la marine que Garp défend. En plus de ça, on a vu la relation avec Roger. Le débat était déjà présent depuis quelques temps sur les réseaux sociaux par rapport à Ace. Mais là, ça devient encore plus grave, hein, je suis désolé. Les deux, ils ont combattu ensemble, ils ont gagné ensemble. L'équipage de Roger l'a sauvé. Roger lui confie son fils. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il le laisse mourir comme un chien. Sa justification, c'était un pirate. Mais non, c'est pas comme ça la vie. C'est pas parce que le gouvernement dit être un pirate, c'est mauvais, que ça l'est. Oui, il y a des mauvais pirates. Comme il y a des bons pirates. C'est pas parce que le gouvernement impose des mesures, mais complètement stupides, et que toi tu vas à l'encontre, que tu es une mauvaise personne, que tu mérites la mort. Non, c'est pas comme ça. Les gars, vous pouvez pas dire que Ace méritait la mort, que Ace était responsable de ses choix, donc Garp devait le laisser mourir, juste parce qu'il était un pirate. Si vous voulez, dites que Garp, il voulait pas entacher la fierté de Ace, si vous voulez, ça peut s'entendre, mais dire qu'il voulait le laisser être face aux conséquences de ses choix, mais non, Ace était tout sauf un mauvais pirate. On a même une mini-aventure où il sauve des marines. Je crois que c'était avec le G5 ou le G8, je sais plus. Il sauve des marines. Il remplit une mission et il sauve des marines. Donc, en ce qui concerne Garp, franchement, c'est difficile. J'ai l'impression qu'Oda essaye de recoller les pots un petit peu. Il s'est rendu compte qu'il y avait certaines failles par rapport à la mentalité de Garp. Il s'en est rendu compte. Il essaye de recoller. Mais je pense que c'est vraiment trop tard, hein. Le fait que même il se bagarre avec Sengoku par rapport à certaines choses qui lui disent j'espère que t'es pas corrompu, etc. C'est plein de petits éléments en fait que j'ai l'impression qu'Oda y met pour nous dire non, Garp c'est pas un chien. Mais toutes ces actions, au-delà de ses paroles, nous font dire que bah si, t'es dans la même caste que Hiruzen en fait toi. Ensuite on a Dragon, Shanks et Xebec. Ces trois là, ils ont un cœur mais... Comme ça, les trois, je veux parler de Dragon d'abord. Déjà, actuellement, attrapez ma baie si vous voulez, mais pour moi, c'est le personnage le plus puissant. Sans compter Im-sama, c'est le plus puissant. Parenthèse fermée, Dragon, il bande pas mou. Le mec, il bande pas mou. Le gars, du début à la fin, il reste fidèle à ses principes. Peu importe sa faiblesse, peu importe les circonstances, il reste fidèle à ses principes. Il ne se laisse pas corrompre, il courbe pas les chines. Pareil pour Xebec, il savait qu'il s'approchait de sa mort. Il a demandé à Harald et il lui a dit « Je sens que ça sent pas bon pour moi ». Au fond, il le savait, je pense que c'était la fin pour lui à God Valley. Mais son amour pour sa famille passe avant tout. Shanks, de même, avait des ambitions. Il les fait passer en retrait pour découvrir ce qu'il y a vraiment au sommet du monde. Pour aller faire un stage d'observation à Marie-Joise avec les chevaliers divins. Pour conclure, le flashback de Loki, c'est le meilleur de One Piece parce que avant ça, on a eu le flashback d'Oden. Le flashback d'Oden, c'était le top. C'était vraiment le top si on regarde objectivement. Il y a le flashback de Kuma ensuite qui est arrivé, mais je pense que celui d'Oden est quand même un peu au-dessus. Oden, c'était les 12 travaux d'Hercule. C'était un mélange de Luffy, de Zoro. C'était un mec qui nous inspirait. On a eu du Roger, du Barbe Blanche. Ensuite, on a vu les plus puissants de ce monde. On a vu du Haki des rois infusé pour les premières fois avec le flashback d'Oden. Roger a vu le One Piece devant nous. L'épisode de l'anime d'ailleurs a sublimé cette scène magnifique. Oden c'est vraiment un personnage de mythologie grecque, hein. Quand il allait affronter Kaido là, avec Dimogo là, ils sont affrontés Milboug là, à Sarcelles. C'est une dinguerie, il a failli gagner. Oda a repris tous les codes du flashback d'Oden et les a bonifiés dans le flashback de Loki. Elbaf a le potentiel pour être le meilleur arc de One Piece. Il commence comme tel en tout cas. On attend de voir la suite. Moi personnellement le flashback de Loki, encore une fois,
c'est un 10 sur 10, j'ai totalement kiffé. One Piece, c'est une masterclass du début à la fin, n'en déplaise aux rageux. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Peace.